Un balado Radio-Canada audio. Salut, ici Alexis Delancer et bienvenue à Ça s'explique. Que ce soit au grand écran ou en ligne, les histoires de truands, d'escrocs ou de fourbes semblent avoir la cote. Aujourd'hui même sort en salle au Québec le film Norbourg, basé sur l'immense fraude orchestrée par Vincent Lacroix au début des années 2000. Ailleurs sur le web, pensez à certaines séries récentes telles que les très populaires de Dropout, L'arnaqueur de Tinder, L'invention d'Anna au royaume des fauves, j'en passe et j'en passe. Bref, une tendance claire se profile à l'horizon. Rien de neuf, me direz-vous, puisqu'on a déjà joué dans ce film par le passé. Notre question, pourquoi les récits mettant en vedette des escrocs en tout genre connaissent autant de succès? Notre invité, Georges Privet, chroniqueur cinéma à l'émission Du côté de chez Catherine avec Catherine Perrin, mais aussi à la revue L'Inconvénient et pour le site de Mediafilm. Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Les nouveaux bureaux dans le centre-ville, les affaires vont bien. Pas mal, bien même. J'ai entendu que vous étiez à la recherche d'un VP Finance. T'es pas mal au courant, toi. Entre autres pour créer une division Norbourg valeur mobilière. Ben écoute, je connais peut-être quelqu'un pour ça. Ah ouais? Extrait de la bande-annonce du film Norbourg, un thriller financier désormais en salle au Québec que j'ai bien hâte de voir et qui retrace l'histoire de l'immense fraude, que je le disais, orchestrée par Vincent Lacroix, 130 millions de dollars dérobés à près de 9000 victimes. Georges Privet, bonjour. Bonjour. Voilà le genre de profil qui a la cote. Celui de Vincent Lacroix en est un exemple parmi tant d'autres. Mais historiquement, si on prend un peu de recul, cette fascination-là dont on parle, cet intérêt envers ces escrocs, ces méchants, ça remonte à loin. Je pense que c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité, honnêtement. Je pense qu'il y a toujours eu une fascination pour le monstrueux, habile, l'homme qui comprend la manière dont le système fonctionne et qui sait détourner ses rouages, les utiliser à ses fins. Je pense qu'il y a toujours une part d'admiration et de répulsion pour ces personnages-là. Leur ingéniosité est généralement assez admirable. Ils déploient des qualités, même quand on les trouve méprisables, qui sont généralement importantes, estimées, le charme, le pouvoir de séduction, le pouvoir de conviction. L'intelligence. L'assurance, l'intelligence. Donc, il y a cet aspect-là, je pense, qui est très fort, mais il y a aussi le fait que ces personnages-là nous révèlent quelque chose, je pense, de la nature humaine, parce que quelque part, leur quête rejoint un peu nos fantasmes. Je pense que beaucoup de gens aimeraient battre le système à son propre jeu. Je pense qu'il y a une fascination inavouable, si vous voulez, pour cet aspect-là des choses. Et je pense qu'elles en disent beaucoup, ces histoires aussi, sur le système dans lequel on vit, les valeurs de ce système-là, mais aussi ses manquements, ses défaillances intrinsèques, ces failles que ces gens-là sont arrivés à exploiter. Donc, tout le côté incroyable mais vrai qui nous fascine toujours, de dire, mais mon Dieu, je ne peux pas croire que cette fille qui débarque de Russie ou d'Allemagne, qui débarque sans sous aux États-Unis, va arriver à convaincre les gens de lui prêter 30 ou 40 millions de dollars. C'est invraisemblable. Et pourtant, c'est vrai. Et donc, toutes ces histoires-là ont toujours cette fascination de dire, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut berner un système qui a l'air solide, hyper crédible? Et dans certains cas, c'est même pas un escroc, c'est tout le système qui s'avère. Quand on parle de Panama Papers, par exemple, ou de la faillite bancaire de 2008, exploré dans un film comme The Big Short, par exemple, ou dans un documentaire comme Inside Job, là, c'est tout un système. C'est même plus une ou deux personnes qu'on peut mettre de l'avant. On réalise que tout le système est devenu frauduleux en quelque part. Donc, je pense que c'est quelque chose qui parle particulièrement à notre époque. Ça a toujours été là. On fait pas des films intéressants vraiment sur les gens de bien. Bon, de temps en temps, il y a Gandhi, mais on va pas faire un film sur le courtier qui fonctionne bien, qui lève bien sa famille, qui paye ses impôts à temps. On va faire un truc sur le courtier ripou. On va faire The Wolf of Wall Street, par exemple, sur Jordan Belfort. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. Et ça, c'est intarissable parce qu'on les a vus se multiplier à la vitesse grand V. Il y a vraiment une hausse exponentielle de cette histoire-là depuis quelques années. Mais parle aux gens tellement qu'on dirait qu'on peut en faire une par mois. Maintenant, elles sont devenues très fréquentes et les médias les avalent instantanément, les régurgitent avec plus ou moins de succès, il faut le dire.
Mais c'est visiblement quelque chose qui est à la cote en ce moment. Et en exposant les brèches et les failles de nos sociétés, comme vous le dites, par le fait même, c'est pas aussi un outil pédagogique qui sert justement à mieux connaître? Théoriquement, oui. Oui. Théoriquement, oui. Je pense que, en fait, il y a deux axes quand on parle de ce genre d'exploration dramaturgique au cinéma ou à la télévision. D'un côté, il y a le travail strictement journalistique à faire. Dire, bon, voilà comment ça s'est passé, voilà les faits, voilà comment on les restitue dans l'ordre. Les rendre compréhensibles aussi, parce que ce sont souvent des arnaques assez complexes. Et c'est pas toujours évident en fiction d'incarner des faits assez froids, assez arides, des chiffres, des stratagèmes financiers. Donc, il y a cette part-là qui n'est pas toujours facile à négocier, mais il y a aussi, et c'est là que moi, ça m'intéresse, si vous voulez, comme critique ou comme cinéphile, c'est la part de cinéma qu'on peut mettre là-dedans. Un film comme The Wolf of Wall Street, c'est intéressant parce que c'est pas Martin Scorsese n'est pas un procureur. Il n'est pas là pour faire le dossier. C'est pas un téléfilm, c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Et c'est une fiction où il nous met dans la peau de Jordan Belfort, où il nous fait partager son ascension et sa chute. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que au cinéma, il y a une identification, qu'on le veuille ou non. Donc, voilà. On peut condamner, si vous voulez, ces gestes qui sont généralement universellement condamnables. Mais en même temps, il y a une fascination pour la pseudo-princesse héritière russe qui débarque à New York, ou pour Jordan Belfort qui vendait des penny stocks de 3 fois rien dans son sous-sol et qui, tout d'un coup, gère littéralement un portefeuille de plusieurs milliards de dollars. Et ces films-là, les meilleurs, à mon avis, sont ceux qui arrivent à nous faire partager ce qu'il y a d'enivrant, de grisant, d'hallucinant dans cette transformation, et des histoires qui ont des arcs super rapides. Des fois, c'est 2-3 ans avant que tout s'effondre. Mais le cinéma s'empare de ça et communique ça de manière très puissante. Vous savez, moi, il y a un exemple auquel je pense souvent. Alfred Hitchcock l'avait donné. Je trouve qu'il est très révélateur de la différence entre la vraie vie et le cinéma. Il disait, dans la vraie vie, si vous voyez un voleur entrer par effraction chez quelqu'un, vous allez appeler la police. Et ça, c'est scandaleux. J'espère qu'ils vont attraper ce pourri avant qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Au cinéma, vous êtes dans une salle obscure avec 300 personnes qui sont dans le noir. Essentiellement, vous partagez un rêve collectif et c'est autre chose qui opère. Et vous voyez le type qui est en train d'ouvrir le coffre-fort. Et s'il y a un bruit à l'extérieur, vous avez peur pour lui. Vous craignez, vous dites, mon Dieu, il va se faire pincer. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental. C'est une chose dont on parle rarement aujourd'hui parce qu'on veut avoir des héros admirables, endosser des valeurs qui sont, qu'on revendique. Mais cette part sombre de l'humanité, ces personnages-là nous y donnent accès de manière extraordinaire. Il y a des millions de spectateurs qui regardent des variations sur le vieux thème de la vie des gens riches et célèbres. Bon, ça joue aussi dans cette fascination-là. On veut voir comment y accéder. On va voir les gens qui ont trouvé le coupe-fil pour y accéder. Et on veut en même temps les voir punis, paradoxalement, parce qu'après ça, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait à gagner notre croûte de 9 à 5? Donc, je pense que ces œuvres dramatiques-là remplissent cette fonction-là, si vous voulez. Le désir de vivre par procuration ces vies-là, mais de pouvoir les condamner à la lumière du jour. Here, at Theranos, we are developing new technology. This is inspiring step. Une scène de la série The Dropout qui a été présentée sur la plateforme Disney+, inspirée de l'incroyable histoire d'Elizabeth Holmes et de sa compagnie Theranos, une coquille vide, en fait, qu'elle a tenté de vendre et qu'elle a vendue avec succès auprès de la Silicon Valley et du gratin de la haute société américaine. On l'entendait ici, l'actrice Amanda Seyfried tenter de modifier sa voix. C'est ce qu'a fait Elizabeth Holmes pour se mouler dans ce personnage qu'elle a fabriqué de toutes pièces. Alors, Georges, dans le rayon des documentaires ou des séries en ligne, les exemples récents sont nombreux. On les a évoqués tout à l'heure en préambule. Mais comment ne pas tomber dans la glorification de ces personnages? Parce que la ligne est mince, là. On peut basculer de ce côté-là des choses et c'est pas nécessairement ce qui est souhaitable. Non, absolument. Mais je pense que c'est très difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que le travail du cinéaste n'est pas le travail du procureur. La société l'a déjà condamné, cette personne-là, en quelque part. Et c'est difficile de nous mettre dans sa peau sans quelque part glorifier. Vous savez, c'est comme les gens, il y a des cinéastes qui disent que c'est impossible de faire un film antimilitariste vraiment parce que tu vois, la charge des Valkyries dans Apocalypse Now, oui, c'est une condamnation de la guerre du Vietnam, mais cette scène-là est enivrante. C'est les deux à la fois. Visiblement, s'il n'y avait pas un plaisir à faire ce que Jordan Belfort, par exemple, a fait, ou ce qu'Anna Delvey a fait, il ne l'aurait pas fait.
Donc, je pense qu'il faut essayer de communiquer une partie de leur ivresse tout en montrant l'impact répréhensible que leurs actions ont eu. Mais je pense que c'est les deux à égalité. Un film qui est strictement dans le découragement ou la punition, dire, vous voyez, il ne faut absolument... D'abord, il enfonce des portes ouvertes. Je veux dire, on le sait qu'il ne faut pas faire ça. Ces gens ont été condamnés par la société. Ils ont, et ironiquement, inévitablement, ils vont bénéficier du film ou de la série télé qui est en train d'être faite parce qu'ils vont toucher des droits sur le bouquin qu'ils ont écrit, sur la télésérie qu'on en a faite. Donc, il y a quelque chose de très ambigu. Je pense que ce processus-là est, comme les films en général ou les séries télé, le reflet de la société dans laquelle ils opèrent. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui dit une chose, mais qui en fait souvent une autre. Alors, c'est assez, à mon avis, impossible. Un film qui serait strictement dans la condamnation n'aurait pas un grand pouvoir de séduction. On n'arriverait pas à nous mettre dans la tête ou dans le corps ou dans la peau de son protagoniste. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, ultimement. Tête, ouais. Je pense que c'est ça, ultimement, le cinéma. Si vous voulez, dans le cas de Norbourg, puisqu'on en parlait, je pense qu'il y a deux axes. L'axe journalistique est très réussi, c'est-à-dire que ça raconte bien l'histoire de comment les choses se sont déroulées. L'axe cinématographique me semble personnellement moins convaincant. On n'est pas vraiment avec eux. On les regarde à la manière d'un bon téléfilm américain, si vous voulez, qui nous raconte une histoire, mais on n'est pas emporté de plein pied et on n'est pas avec eux dans cette aventure-là. Il y a justement cette distance, cette espèce de condamnation implicite qui est souvent là, mais on n'est pas avec eux. Et je pense qu'un bon film sur ce sujet-là, quelque part, t'entraîne dans le maelstrom dans lequel ces gens-là se retrouvent, qui est souvent une hallucinante rencontre de mensonges, de prétentions, d'abus de crédulité, de chiffres qui montent, qui descendent à une vitesse vertigineuse. Et un film qui arrive à communiquer ça, comme je reviens souvent de The Wolf of Wall Street, parce que pour moi, c'est l'exemple. Oui, c'est celui qui parvient à relever ce défi sur tous les fronts? Je pense que c'est absolument démentiel. Quand on est là-dedans, on a l'impression d'être dans la peau de ce type-là, mais d'être aussi dans le système nerveux d'un système financier, je dirais, de valeurs complètement désaxé. Donc, on le regarde ébahi, stupéfait, choqué, mais riant aussi très souvent, parce qu'on a l'impression de voir un reflet, un peu comme quand on regarde Inventing Anna, de cette culture où on peut berner les party people, les chic et famous de New York. Il y a aussi une partie de nous, je pense, qui veut voir ça. Une sorte de voyeurisme là, qui veut... voir un peu à quoi ça ressemble dans ces univers-là qu'on recrée dans ces films. Je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait de dire, quelque part, ces gens-là sont faciles à berner. Ah, ouais. Et ça, je pense que c'est, mine de rien, assez séduisant. À une époque où, les banques encaissent des profits records, où le gouffre entre les riches et les pauvres s'agrandit à la vitesse grand V, je pense que chez la plupart des spectateurs, il y a quand même un petit côté Robin des Bois, vengeance de voir le système en prendre pour son rhume, même si c'est brièvement. Parce que c'est quelque chose qui parle très fortement, je pense, aux spectateurs en ce moment. Ça explique aussi, je pense, la recrudescence de ce genre de récit. Et qui est peut-être aussi amplifié, à vous de le dire si c'est le cas ou non, par une bonne dose de sensationnalisme. Parfois, quand on dépeint ces univers d'opulence, de luxe, d'excès, ça fait partie de la recette magique. Oui, absolument. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépeindre sobrement par définition. Oui. On a été élevé sur... les plus vieux ont connu des séries comme Dynasty, des trucs comme ça, où il y avait la gloriole, l'étalage perpétuel de Rolls-Royce, de Bentley, de trucs. C'est ridicule. Il y avait ce célèbre émission jadis, The Lives of the Rich and Famous. La vie des gens riches et célèbres. C'est toujours la lentille vaselinée, la voiture rutilante qui s'arrête juste devant la caméra. Ça peut pas être ça. C'est un peu prévisible en même temps. C'est en même temps très prévisible. Là où c'est intéressant, je pense, c'est quand on arrive à montrer l'extraordinaire vide derrière ça. Inventing Anna, je veux dire, on voit que c'est des rumeurs, un buzz qui s'est créé à partir d'Instagram, de tweets, de photos prises avec X, avec Y. Je veux dire, c'est de l'air. Et c'est ça, à un moment donné, qui est assez fascinant, c'est de voir des arnaques formidablement complexes et fertiles qu'on a pu monter littéralement avec de l'air, du vent, rien du tout. Et ça, je pense, c'est aussi très séduisant. Ça va au-delà de l'ingéniosité. En fait, je pense que c'est une exploitation sans pitié de la crédulité humaine. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure. Ce n'est pas la seule monnaie d'échange n'est pas que l'argent. Oui. Des fois, il y a la reconnaissance. Il y a un type qui est très célèbre, Van Meegeren, qui est un peintre du début du siècle et qui imitait Vermeer, mais en 15 minutes. Il faisait un Vermeer. Il a fait des faux Vermeer qui sont affichés dans des musées encore aujourd'hui. C'était son talent.
Orson Welles a fait un film remarquable, d'ailleurs, que je vous recommande, qui s'appelle F for Fake, Vérités et mensonges en version française, qui se concentre essentiellement sur 2 arnaqueurs. Il y a Clifford Irving, un type qui est passé à l'histoire pour avoir essayé de vendre. Et en fait, il a réussi à vendre. Il a été démasqué éventuellement, mais l'autobiographie, soi-disant, de Howard Hughes. Mm-hmm. Howard Hughes est un célèbre reclus. Il évitait tout contact avec la presse. Donc, Irving est parti du principe que si je dis que j'ai écrit une autobiographie d'Howard Hughes, qu'Howard Hughes m'a raconté l'histoire de sa vie, Howard Hughes ne va pas sortir de son silence pour dire le contraire. Et Time Life le payait $1 gros million à l'époque. Aujourd'hui, $1 million, on dit bof. À l'époque, c'était énorme. Et éventuellement, Howard Hughes, surprise, surprise, a quand même fait une conférence de presse virtuelle où il a dit « J'ai jamais rencontré ce type et c'est pas mon autobiographie. » Ceci dit, il y a des gens, dont Orson Welles, qui se demandent encore si la voix qu'on a entendue cette journée-là était celle d'Howard Hughes. C'est pour vous dire que ça peut aller loin. Donc, il parle de Clifford Irving et il parle de Elmire Deory, un type qui, lui aussi, pouvait faire un Picasso, un Vermeer, un Rembrandt en 1 heure. Ouais. Alors, ces gens-là sont pas directement des arnaqueurs. Dans le cas de Clifford Irving, oui, mais dans le cas d'Elmire Deory, non, le peintre. Mais c'est un faussaire, incontestablement. C'est un homme qui a fait des choses sous de fausses représentations, qui l'a présenté de manière erronée. Des fois, c'est des gens aussi dont on est obligé de reconnaître le talent. Quand je parle de Van Meegeren, c'est très intéressant parce qu'on l'a amené en cours et on lui a demandé, devant le tribunal, de faire un Vermeer en 15 minutes. Il le fait et on l'a innocenté du coup, ébloui par son talent. Parce que ça en prend quand même. Oui, quand même une petite dose de talent. Donc, il y a différents cas de figure. Il y a vraiment, le strict et criminel, le bandit à cravate. Il y a des gens un peu mal pris, il y a des espèces de mythomanes chroniques. Puis il y a des gens qui ont, mais tous ces gens-là, quelque part, ont un talent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, comme je le disais un petit peu plus tôt, ce que ça dit de notre système. C'est-à-dire que le cas de Vincent Lacroix, oui, là, on peut dire le système a été obligé de changer, de s'adapter. Beaucoup de spécialistes qui se connaissent infiniment mieux que moi sur l'aspect financier des choses ont dit ça ne pourrait pas se refaire en 2022, ce qui s'est fait en 2006, grosso modo. Ça reste à prouver, mais le propre de ces gens-là, c'est de toujours trouver la faille. Et ce qui est intéressant dans le cas de Norbourg, comme dans le cas de la plupart des œuvres dont on a parlé, c'est que les failles sont là, puis on serait presque tenté de dire qu'elles sont conçues pour être exploitées à un moment donné. Quand on regarde Inside Job, le documentaire sur la crise bancaire de 2008, là, c'est assez stupéfiant parce qu'on parle de toutes les grandes maisons, Goldman Sachs en descendant. Oui. Et il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas vraiment eu de... Il n'y a personne qui a été puni. Et quand ils ont tous été dans le trou, le gouvernement américain les a aidés. Et c'était pas sous Bush, c'était sous Obama. J'ai tendance à penser que bon... Non, mais c'est ça, les failles sont conçues, dites-vous, pour être racontées. Le cinéma sera toujours là pour les raconter. On a brossé un portrait assez large de la typologie, des profils types qui alimentent et nourrissent ce type d'œuvre-là. Jusqu'à quel point on peut renouveler une formule qui est déjà assez connue, explorée depuis des années et des années? Très, très bonne question. Et je pense que c'est très difficile, en fait. Je pense que tous ces récits-là, si on en a vu assez, ont un air de famille. Il y a des figures récurrentes, le montage rapide où on voit via Instagram, via YouTube, via, la rumeur qui se répand. Il y a le montage, il y a aussi dans Norbourg des chiffres qu'on change sur des dossiers, les actions qui montent, qui descendent. Il y a des figures récurrentes qui sont, je pense, maintenant devenues répétitives, mais à peu près incontournables. Donc, ça va demander plus d'imagination aux cinéastes pour essayer de secouer ce qui est en train de devenir un genre en soi, le thriller bancaire, si on parle de Norbourg, grosso modo. Mais c'est un sacré défi parce que c'est presque l'antithèse du cinéma. Quand je parlais d'Hitchcock plus tôt, puis de la part d'inconscient quand on est dans une salle de cinéma, ces films-là nous ramènent à la part consciente parce qu'il est question de chiffres, il est question de détails pratico-pratiques. Donc, comment arriver à communiquer des choses arides, complexes, difficiles à saisir, tout en satisfaisant l'autre partie, l'inconscient qui veut s'éclater là-dedans, c'est un sacré défi, mais c'est un beau défi. Et qui se double d'un paradoxe, parce que oui, il y a cet appétit pour ce type d'œuvre cinématographique-là, mais en même temps, on sent bien que notre époque nous impose, entre guillemets, des narratifs, encore une fois des guillemets, et des personnages qui vont vers le bien, la bienveillance, la perfection. Absolument. On est un peu tiraillé entre ces deux tendances-là. Oui,
Tout à fait, je pense, puis c'est un tiraillement qui soulève un peu des paradoxes, encore une fois, de notre époque, puis peut-être un peu des hypocrisies de notre époque, parce que de Richard III en descendant, on a toujours été fasciné par les personnages tordus, sombres. Ça ne changera pas en 2022, je pense pas, ni dans les 500 prochaines années à venir. Pourquoi? Bien, probablement parce qu'on y reconnaît une part de nous. Peut-être aussi parce qu'ils sont, malgré toute leur crapulerie condamnable, des personnages sont plus intéressants que les gens de bien. Voilà. N'ayons pas peur de le dire. Et c'est un peu, je pense, la grande chose à retenir de ces personnages-là. On est quelque part attiré, on respecte la loi, mais on est attiré par la personne qui essaie de la contourner. On la condamne après coup, et on fait bien de la condamner. Mais ça nous intéresse quand même de voir qu'est-ce qui s'est passé quand quelqu'un a dit « Tiens, je vais essayer de sortir du rang. Tiens, je vais essayer de profiter de cette faille-là. » Donc, à un moment donné, on se dit c'est quand même révélateur d'obsession sociétale. C'est révélateur de failles du système. C'est révélateur de tout un système maintenant qui est dans les apparences. C'est pour ça, d'ailleurs, que si on maîtrise les apparences, comme plusieurs des personnages... Tout est possible. Tout est possible. Voilà. C'est un réel plaisir de parler de cinéma avec vous, Georges Privet. Plaisir partagé. Alors, on renouvellera ça? On renouvellera. Parfait. C'est un deal. À une prochaine. À la prochaine. Au revoir. Voilà pour le dernier épisode de la semaine. Nos balados, ça s'explique. On a voulu se gâter en parlant de cinéma et en même temps, ça vous prouve à quel point l'actualité, on la voit au sens large. Alors, n'hésitez pas, si des sujets un peu champ gauche vous inspirent, on est vraiment preneurs. Écrivez-nous, ça s'explique à commercial-radio-canada.ca. Cet épisode a été réalisé par Guillaume Côté-Légaré. À la recherche, c'était Charlotte Côté. Quant à moi, je m'appelle Alexis Delancer. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Et à lundi. Allez, salut. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.